Bonjour, ok, bah ça marche, c'est parfait. Bonjour à tous, Pierre-Damien Berger, je vais être l'animateur de cette table ronde aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter, je vous donnerai quelques petites règles, et puis après on lancera la table ronde à proprement dit. Effectivement, le sujet de la table ronde, c'est IoT et IA, la convergence des innovations, levier d'excellence opérationnelle. Donc on a traité le sujet avec les trois intervenants et on va partager l'expérience. On va vous donner des brides d'informations qui ont été vécues, qui ont été installées, qui ont été traitées et qui ont apporté une plus-value justement dans ces environnements industriels qu'on va vous présenter. Deux, trois petites règles par rapport au SIDO et par rapport à la conférence en elle-même. Alors, nous sommes enregistrés en audio, ce qui veut dire que tout le monde parlera dans un micro et lorsque vous aurez des questions, on pourrait vous entendre si vous nous posiez les questions directement de votre siège, mais en fait, l'enregistrement ne pourrait pas se faire. Donc, on vous demande de vous déplacer sur le micro qui est sur votre gauche et ce qui vous permettra donc de poser les questions. Nous allons, gérer aussi la situation avec deux personnes qui nous font le plaisir d'être là et deux personnes qui nous font le plaisir d'être à distance. Donc, je vais présenter tout de suite les intervenants pour cette table ronde. Donc, nous avons Elia Guilleux, EDF, et Elia va se présenter. Julien Bertoloni, qui est ici de Volvo. Et puis, nous avons... on m'avait dit que je les verrais, mais peut-être que je vais juste les entendre. Parfait. Bonjour Marie-Christine. Marie-Christine Vézoli, de la société Avanade. Et puis, nous avons également Bruno Fernandez, que nous voyons dans le macaron, qui est de la société IBM. Donc, première chose, effectivement, l'IA et l'IoT, convergence d'innovation. Je pense qu'on a tous vécu les dernières années, effectivement, l'existence de l'IoT. On a vécu, effectivement, toute la complexité, parfois, des choses. On a vécu l'arrivée d'une nouvelle brique qu'on a appelée IA, qu'on a vu débouler un peu comme un gros bulldozer en disant on va tout révolutionner. Alors évidemment, en regardant de plus près, on voit des ressemblances, on voit des redondances, on voit des compléments, et c'est ce qui est intéressant. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, en tout cas comment nous on l'a vécu. Et moi, ce que je peux vous dire, qui travaille au sein d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Minalogic, c'est qu'effectivement on accompagne les entreprises dans toute cette transformation digitale, que ce soit de la start-up, de la PME jusqu'au grand groupe, en passant évidemment par les ETI, avec le support des plateformes technologiques, avec le support des centres de recherche, et puis le support évidemment des gens qui fournissent des technologies et des gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est très intéressant en fait, d'avoir ce type de réseau parce qu'en fait, on mélange les compétences, on les associe et on crée la richesse. Voilà. Donc, quelques exemples aujourd'hui et on va passer effectivement à la première présentation. Donc, j'ai demandé aux intervenants de se présenter en 2 minutes sur leurs différents environnements, les différents domaines qui sont traités et puis les différents sujets qui sont traités. Donc, je donne la parole à Julien. C'était toi le premier dans la présentation. Donc, je te laisse. Bonjour à tous, donc Julien Bertolini, donc je suis spécialiste IoT, donc l'IoT j'en fais depuis une douzaine d'années, ça s'appelait le machine to machine avant, j'ai pu voir l'évolution du marché et des technologies. Donc actuellement je travaille chez Volvo, donc Volvo c'est pas un fabricant de voitures, hein. Le groupe Volvo on est constructeur de camions et on fait aussi des engins de chantier et des bus. J'ai comme autre casquette aussi, je suis animateur d'un groupe qui s'appelle Objet Connecté à l'ADIRA, donc l'agence digitale Rhône-Alpes. Et puis je suis aussi membre de projet à la Ruche industrielle, donc qui est un lieu d'innovation entre entreprises. Merci. Elia, on va finir le tour de table présentiel. Bonjour, Elia Guilleux. Donc moi je travaille chez EDF. Et je pilote le programme de développement de l'IoT industriel pour le nucléaire français. Merci. À distance, Marie-Christine, tu nous entends? On va tester le son pour voir si nous on t'entend. Pierre Damien, oui, je vous entends très bien. Et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie-Christine Vetzoli et je suis le Global IoT and Manufacturing Lead chez Avanade. Avanade est le premier intégrateur mondial de solutions digitales innovantes basées sur écosystème Microsoft
et je suis responsable de l'agenda IoT au niveau global avec un focus sur les secteurs industrie, automobile et ressources. J'ai travaillé pour des grands groupes tels que General Electric et Vodafone, et donc j'apporte plus de 20 ans d'expérience internationale, aussi bien dans la stratégie que dans la réalisation de grandes transformations technologiques et digitales. J'ai rejoint Avanade en 2019 parce que je suis passionnée par l'innovation technologique qui est centrée autour de l'humain. Julien, vous avez parlé de M2M et IoT and AI sont des thèmes sur lesquels j'ai travaillé avec les équipes depuis plusieurs années. Et dans ce parcours, j'ai appris à maîtriser la complexité qui est non seulement technologique, mais surtout opérationnelle et de changement. Et cela afin de rendre les entreprises plus performantes et créer de la valeur durable. Merci Marie-Christine. Dernier intervenant à se présenter, Bruno. Oui, bonjour, Bruno Fernandez. Donc, je travaille dans une entreprise qui s'appelle IBM, que je ne vais pas présenter, dans une entité particulière qui est Watson IoT. Et donc, bonjour à toutes et tous. Malheureusement, je ne suis pas présent donc à Lyon. Par contre, je suis dans notre Fab Lab qui est à Bois-Colombes, à côté de la Défense, sur lequel on fait de l'expérimentation de projets IoT à distance, bien entendu, maintenant avec nos clients. Voilà, donc je suis dans cette entité Watson IoT, je suis business développement et donc je travaille avec essentiellement des clients dans le domaine de l'industrie, du transport et de l'énergie, avec lequel j'ai un long passé de relations dans les domaines plutôt industriels. Très bien, merci. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aspect très, très pratique sur la logistique pour vous déplacer jusqu'au micro pour poser des questions. Je vous passerai la main régulièrement pour des questions, mais s'il y a des questions spontanées, n'hésitez pas, on sera ravis de vous de répondre à ces sollicitations. Alors, pour lancer la table ronde après ces présentations, on va peut-être commencer par un état des lieux ou en tout cas une mise à jour de ce qu'est la vie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on connaît bien l'IoT, on connaît bien l'IA. Peut-être que Elia va nous faire un petit premier point, j'allais dire, sur qu'est-ce que c'est que tout ça. Est-ce que c'est des systèmes complètement embarqués? Est-ce que c'est des systèmes disparates? Où en est-on aujourd'hui? Alors, je vais vous parler de ce qui se passe à EDF, parce que je ne suis pas une très grande experte. Et surtout, je vais vous parler principalement d'IoT, parce que l'IA, je ne connais pas trop. Donc, depuis plusieurs années, il y a des travaux autour de la transition numérique de façon globale à EDF. Et depuis quelques années, on se focalise surtout sur l'analyse des données. Donc, avec ce qui va être IA, blockchain, big data, etc. Sauf que pour analyser des données, faut déjà les collecter et puis pouvoir les mettre à dispo. Et ça, finalement, c'est l'IoT. Donc, en 2018, on a commencé à creuser un petit peu cet aspect. Et on s'est aperçu qu'il y avait en fait finalement beaucoup d'initiatives éparpillées dans tout le groupe et qui ne permettaient pas d'avoir des données suffisamment travaillées pour alimenter correctement des data lakes. Donc on a structuré les activités au niveau du groupe EDF pour essayer de définir un cadre commun à tout ça. Et côté nucléaire, on a décliné ça en un programme dédié à nos métiers du nucléaire, programme Coconut, que je pilote. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces initiatives pour surtout pas les brimer et sécuriser, parce que la cybersécurité dans l'IoT, et encore plus dans le nucléaire, c'est évidemment primordial. Donc on voit que petit à petit, on se structure donc, par rapport à cette question de silotage, et on commence à agréger un petit peu tous ces éléments côté IoT. Et côté IA, c'est exactement la même chose, et c'est même encore plus fort, parce que côté IA, cette uniformisation, elle a commencé avant. Et donc sur 2020, par exemple, la grande progression, côté IA, c'est vraiment l'insertion dans l'écosystème IA, donc en dehors d'EDF. Et aujourd'hui, l'équipe d'IA, elle commence à être reconnue au niveau européen et même au niveau mondial. Donc, si je reprends d'un point de vue IoT, on a d'un bout de la chaîne des capteurs, et puis tout au bout, on a soit de la visualisation simple, soit de la valorisation avec des outils plus complexes d'IA. Et c'est bien cette combinaison IoT plus IA qui va dégager le max de valeur. Sauf qu'en termes d'intégration dans l'existant, ce sont deux technologies qui vont être très différentes, avoir des impacts très différents. Et je dirais que finalement, l'IoT, c'est un peu comme les sciences nat, et puis l'IA, un peu comme les maths. Alors bien sûr, sans dénigrer l'IA, je dirais que l'IA, c'est conceptuellement très, très complexe. Mais attention, je vais faire sauter des gens, mais ça reste un serveur et des gens derrière un ordinateur. L'IoT, il y a un ancrage dans la réalité matérielle de l'installation industrielle beaucoup plus fort, avec des problématiques
parfois assez basiques, où est-ce que je vais poser mon antenne, combien je vais mettre d'écrous, mais une dépendance à la prod qui est beaucoup plus importante. Donc petit à petit, on arrive à rapprocher ces deux domaines, IoT et IA, et c'est ce qu'il faut, parce que c'est là qu'on va avoir le maximum de valeur. Et je crois que cette première étape, finalement, de structuration des deux activités, un peu chacun de leur côté, c'était nécessaire pour pouvoir passer aujourd'hui pour dépasser finalement les expérimentations et passer à des projets industriels qui mixent les deux et qui dégagent le plus de valeur. Ok, merci. C'est une vision en tout cas et qui est toujours intéressante de partager. Et c'est toujours un regard, j'allais dire, ce sont toujours ces analyses-là qui font peut-être réagir les autres par rapport à dire bah non, moi, je ne suis pas d'accord ou en fait je vois les choses différemment. Mais c'est toujours ce positionnement parce que comme toute représentation, en fait, elle peut discuter des heures et des heures, mais ce qui est intéressant, c'est de la poser à un certain moment et puis de voir comment elle évolue et surtout comment on peut les faire évoluer pour aller vers quelque chose de plus, de mieux. Peut-être côté IBM, et puisqu'on est dans le lab de IBM, Bruno, pourrais-tu nous expliquer un petit peu quels sont les domaines, j'allais dire, dans lesquels IBM non pas excelle d'un point de vue IT et informatique, mais côté application? Alors, oui, effectivement, IBM, c'est une grande maison, on a des activités extrêmement nombreuses. Et comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, je suis dans une entreprise qui s'appelle Watson IoT et on fournit des logiciels qui sont essentiellement pour optimiser la performance des assets, mais aussi concevoir des nouveaux produits et aussi faire du maintien en conditions opérationnelles, que ce soit sur les industries ou sur les bâtiments. Donc, donc ça, c'est pour la partie IBM. Ensuite, ce qu'on remarque depuis un certain temps, c'est qu'on est rentré dans un âge qu'on peut appeler l'âge des assets. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'équipements, d'assets, d'actifs, on appelle ça comme on veut, qui sont dans notre vie personnelle et dans notre vie aussi professionnelle. Donc, quand on va, par exemple, visiter une usine automobile qui fait des caisses, on verra qu'il y a énormément de robots, il y a des centaines de robots qui vont faire le travail. Donc, ces actifs sont devenus de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus sophistiqués. De plus en plus sophistiqués, et là, on vient aussi d'en parler, de plus en plus communicants, donc ça, c'est la partie IoT, de plus en plus interdépendants des uns des autres. Et donc, par l'ensemble de ces le résultat de l'ensemble, c'est qu'ils sont devenus critiques. Et c'est un problématique aujourd'hui de direction générale de faire en sorte que, en fait, tous les équipements qui permettent de faire un produit ou faire un service soient toujours en ordre de marche. Donc, ce n'est pas forcément toujours très évident parce qu'il y a un certain nombre de challenges. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et concernant un petit peu, nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est d'accompagner nos clients dans une transformation digitale, à la fois dans l'industrie, mais aussi dans le transport, dans l'énergie, en essayant de faire le lien entre tout ce qu'il est possible de faire avec l'IoT, c'est-à-dire la collecte de données, mais aussi au travers de l'intelligence artificielle, c'est de créer des domaines de connaissances, des bases de connaissances, des modèles de raisonnement qui peuvent se resservir à, par exemple, faire une opération, aider un technicien à intervenir, basé sur l'expérience des autres. Je pourrais en parler éventuellement tout à l'heure, si vous le souhaitez, au travers de quelques exemples extrêmement concrets. Ok, donc on parle bien effectivement du support du digital dans la maintenance. Peut-être dans ce domaine-là, Volvo, maintenance prédictive. Effectivement, et la maintenance prédictive, je pense que c'est un des piliers majeurs de l'excellence opérationnelle. Et du coup, comme disait Bruno, les équipements sont de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectés. Donc la maintenance est un sujet majeur. Et ce qu'on voit chez Volvo, comme chez tous les grands industriels, c'est qu'on est beaucoup basé sur de la maintenance périodique. Maintenance périodique, ça veut dire on sait que tel roulement de telle machine peut tenir tant d'heures. Et on programme ça dans nos logiciels pour pouvoir faire le remplacement de la pièce au bon moment avec tous les problèmes éventuels d'arrêt de production et autres qui peuvent aller autour. Là, on voit qu'on arrive un peu au bout de ce modèle avec des machines de plus en plus complexes et de plus en plus interdépendantes. Donc, il faut absolument qu'on arrive à passer le cap de la maintenance périodique pour arriver sur de la maintenance prédictive. Et c'est pour arriver à cette excellence opérationnelle. Et c'est là que la convergence des technos avec l'IoT et l'IA est absolument indispensable. Et tous les grands industriels poussent dans ce sens-là
Donc on est vraiment au tout début. On arrive à le faire sur les machines les plus critiques, sur quelques cas d'usage. C'est quelque chose qu'on va voir se généraliser de partout dans quelques années. Donc là, on a un beau chemin à parcourir et pas mal de challenges devant nous. Ok, donc on voit effectivement qu'on rentre un petit peu plus dans l'application et on y reviendra dans un deuxième temps, mais on voit qu'il se dessine en fait, j'allais dire, des évolutions, alors où on peut parfois, j'allais dire, observer qu'il y a des endroits, des zones, des chaînes de production qui restent un petit peu old school, et puis d'autres qui évoluent. La place de l'humain là-dedans est importante parce qu'effectivement, on va demander aux gens de jongler, certains de passer dans l'ère du numérique, peut-être certains d'autres de rester dans l'ancien monde. Et donc, du coup, tout ça invite effectivement à la réflexion sur l'évolution, sur comment on va accompagner tout ça. Chez Avanade, Marie-Christine, comment on prend en charge comment on prend en compte plutôt cette évolution et puis la passion qui pourrait animer les uns et les autres et comment faire que les humains, nous, les travailleurs, j'allais dire, s'adaptions à cette évolution? Très bon point, Pierre Damien. Il faut savoir lier les technologies de pointe avec des problèmes de business et les priorités du business. Et dans ce cas, j'aimerais bien parcourir très rapidement, en prenant un peu d'ampleur, 5 priorités, 5 axes qui sont importants pour le secteur du manufacturier en ce moment qui est brutalement impacté par la pandémie. Si nous pensons au premier axe qui est la maîtrise de l'optimisation des coûts, bien on voit où des solutions en tant que AIoT et AI sont utilisées pour l'optimisation de la consommation de l'énergie. Bruno, vous en avez parlé. Ces solutions permettent d'atteindre 20% de réduction des coûts d'énergie de maintenance des systèmes HVAC, par exemple, et ceci permet donc de libérer des capitaux qui vont être utilisés immédiatement pour des axes de croissance. Un système où on voit l'humain qui utilise la technologie d'une façon très efficace, c'est sur le front contrôle qualité où la technologie AI, Computer Vision, associée avec de l'IoT, permet et de plus en plus déployée dans les lignes de production. Par exemple, je pense au secteur automobile où on détecte la soudure, la qualité des soudures des châssis, en obtenant clairement des réductions des coûts de production, des réductions des déchets et une meilleure qualité pour les clients. Si nous passons rapidement au deuxième axe qui est la protection du capital humain, pensons à toutes les solutions IoT et AI qui seront déjà utilisées couramment pour garantir les conditions de santé et de sécurité de travailleurs. Je vois votre personne dans le background, Bruno. Mais je pense que c'est aussi grâce à ces technologies qu'aujourd'hui, nos entreprises peuvent continuer leurs activités. Et chez Avanade, nous avons des solutions spécifiques pour assurer le retour en conditions de sécurité dans les lieux de travail. Pensez aussi à ce qu'on voit en ce moment, qui est l'accélération dans l'adoption de la technologie des réalités mixtes et augmentées, où les entreprises utilisent des appareils de réalité mixte tels que les HoloLens, et ici j'ouvre sur l'innovation, pour guider à distance les opérations des équipes techniques et pour accélérer la formation des nouveaux techniciens. Pensons aussi à comment l'IoT et l'AI nous aident à construire un noyau résilient. Et pensons à la chaîne de valeur qui requiert un changement radical. Mais restant sur l'aspect opérationnel, nos solutions permettent de track and trace et de Intelligent Fleet permettent d'effectuer de la localisation en continu des matières apportant une meilleure transparence. Quel est le message que je veux vous passer d'ici? Le message, c'est que les investissements digitaux dans la combinaison optimale de ces technologies permettent aux entreprises de gagner en productivité et de réduire les coûts de plus en plus. Mais surtout aujourd'hui, elles nous permettent de repenser la façon de travailler, la façon de générer la valeur. Et cela dans un cadre d'un développement durable. Et peut-être on approfondira plus dans le deuxième focus. Ok, donc merci pour cet éclairage, parce que je pense que c'est toujours important de se le remémorer, ou en tout cas de bien imaginer tous les impacts techniques et humains qui sont effectivement engendrés par cette évolution. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette table ronde, c'est effectivement de vous donner un panorama. Ce que j'aime bien et ce qui est toujours intéressant, c'est de donner des exemples très, très pragmatiques, très concrets. Donc en fait, la deuxième partie de cette table ronde va être consacrée sur ces exemples plus précis. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions sur cette première partie.
et puis vous vous déplacez vers le micro et vous nous interrogez. S'il n'y a pas de questions, on va passer donc du coup à ces exemples concrets. Tout à l'heure, Julien, vous avez parlé effectivement de la maintenance prédictive, donc autour des produits que fabrique Volvo. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret d'implantation de systèmes IoT ou IA dans vos produits ou dans vos chaînes de production ? Oui, je voulais parler d'un exemple d'une solution qu'on a mise en place l'année dernière et je pense qui est assez révélatrice. Donc on a dans nos usines d'assemblage, on a d'immenses parkings, plusieurs hectares, où il y a des centaines de camions qui font des allers-retours réguliers. Et on a un challenge pour savoir où est chaque camion à chaque instant. Donc on a mis en place un système de géolocalisation avec des trackers en LoRa. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que on a vu que quand on regarde une solution comme ça paraît toujours très simple au départ. On fait un POC, on y arrive très très vite, hein. En quelques jours, on fait fonctionner ce genre de système. Et puis, quand on regarde des études comme Gartner, donc là, on regarde la vue d'hélicoptère de ce qui se passe sur les solutions IoT, on nous dit que 70% des initiatives IoT sont des échecs. Donc, ça peut faire réfléchir. Et les challenges principaux, il y a d'abord toujours le challenge technique, hein, entre le POC et faire fonctionner une solution industrielle, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes exigences techniques à mettre en place. Donc là, il faut savoir trouver les bonnes expertises, trouver les bons partenaires. Je dirais que c'est assez classique. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est que pour que la solution soit vraiment bien adoptée, soit vraiment un succès, il faut qu'on arrive en fait à complètement intégrer une solution innovante dans des process existants avec des équipements existants. Et c'est là qu'en fait est le véritable challenge. Donc il faut comprendre exactement les process actuels, comment nos opérateurs travaillent au quotidien, pour arriver à amener les données exactement dans les outils dont ils ont l'habitude de se servir. Et non pas aller créer une solution depuis le départ avec une nouvelle application qui ne va jamais être adoptée et qui va nécessiter des formations, etc. Et c'est vraiment un des enseignements forts qu'on a eu sur ce projet. On a fait énormément d'efforts pour que les données arrivent complètement traitées et de façon transparente dans nos process existants. Et voilà, ça a été un gros succès. Et quand vous lancez des projets IoT, gardez bien ça en tête. Gardez bien qu'il va falloir s'intégrer dans un existant pour avoir l'adhésion. Et c'est souvent pas tellement des problématiques techniques, c'est plutôt des problématiques par rapport aux process et aux équipements existants. Ok, alors ces expériences, elles sont intéressantes d'être écoutées. Si vous voulez bénéficier de plus d'expériences, on est là pour ça. C'est-à-dire qu'on est là pour effectivement être challengé, on est là pour être questionné. Et si vous voulez le faire aussi a posteriori, vous êtes évidemment les bienvenus pour nous contacter et puis pour qu'on partage un peu plus d'expérience ou qu'on réponde à des questions. L'expérience a toujours été bénéfique et donc profitez-en. Un deuxième exemple, chez EDF, on est là aussi dans un environnement très particulier, mais imaginez-vous que ce qui a été fait chez EDF peut être fait à une autre échelle, dans une autre industrie ou dans un autre environnement. L'expérience ? Oui. Déjà, je partage évidemment complètement la question de l'intégration technique dans l'existant. Moi, j'ai un autre exemple, c'est la détection de fuite de vannes par mesure de température. Alors ça, c'est un usage très courant dans l'industrie. Vous avez peut-être déjà ça aussi dans vos industries. Et je dirais qu'on n'a pas attendu l'IoT pour instrumenter des canalisations. La mesure traditionnelle de température, elle permet de déterminer grossièrement si une vanne fuit ou pas. Et là, ce qu'on met en place, c'est un système avec l'IoT qui permet de quantifier le débit de fuite. Donc en fait, on passe d'un diagnostic binaire, ça fuit pas, un diagnostic plus précis de combien ça fuit. Donc ça, c'est rendu possible par l'IoT parce qu'on va installer de très nombreux capteurs, pas chers, avec une transmission simplifiée et qui vont générer beaucoup de données qu'on va pouvoir analyser derrière. Une fois qu'on sait combien ça fuit,
on va pouvoir agir sur la maintenance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer si l'opération de maintenance est indispensable maintenant tout de suite ou si ça peut un peu attendre, selon des critères que ce soit de sécurité ou de rendement, par exemple. On va pouvoir affiner quelle maintenance on doit effectuer. Et puis, on va pouvoir travailler sur la planification. Donc, finalement, on va pouvoir mieux anticiper et mieux cibler la maintenance. Et là, on est complètement dans l'excellence opérationnelle. Alors, pour déployer cet usage, on met en place une chaîne technique IoT, de bout en bout, vraiment du capteur jusqu'à la visualisation. Donc ça, c'est une chaîne qu'on met en place qui est pour tous les usages. C'est vraiment un socle commun. Et évidemment, c'est bien plus dur que d'implémenter plein de petits usages de façon unitaire. Donc la complexité, elle est certes technique, comme Julien l'a dit. Bon, ok, il y a une complexité technique, mais à la limite, ça, on s'en sort. Par contre, c'est surtout d'un point de vue organisationnel et humain qu'il y a des difficultés. C'est toujours plus compliqué, l'humain, et c'est aussi toujours plus intéressant. L'IoT, donc on l'a dit plusieurs fois, c'est une chaîne avec plein de maillons, et beaucoup de maillons, ça veut dire beaucoup de compétences différentes derrière. Donc les compétences, aujourd'hui, dans EDF, elles sont éparpillées un petit peu partout. Et donc, pour arriver à travailler efficacement, on va devoir passer dans un mode de fonctionnement ultra transverse, dépasser les barrières, les frontières organisationnelles. Et ça, je dirais, dans une entreprise très grande comme la nôtre, rien que ça, c'est un challenge à part entière. Et ensuite, évidemment, il y a la question de l'insertion d'un point de vue utilisation qui, effectivement, est très importante. Et donc là, dans notre équipe, par exemple, on a une personne à temps plein qui a fait toute sa carrière sur les centrales nucléaires. Ça fait 1 an qu'il est passé côté IT et c'est un bénéfice énorme. Toujours sur l'humain, l'IoT va permettre de faire des grosses évolutions sur les métiers. Donc là, je parle plutôt sur l'aspect utilisateur. Si je prends une équipe d'essayeurs, donc les essayeurs, c'est nous, ce sont des gens qui vont faire des tests sur des équipements en fonctionnement. Aujourd'hui, ils passent énormément de temps en déplacement pour faire des relevés in situ. Et puis mince, je dois y retourner, j'ai oublié de noter un truc. Donc là, l'IoT, ça va leur permettre de dégager beaucoup plus de temps pour pouvoir faire des analyses plus poussées, pour pouvoir faire éventuellement ces analyses collectivement, donc avoir des retours plus riches, élargir leur panel de tests et finalement aller sur des activités qui dégagent plus de gains. Donc là aussi, on est complètement dans l'excellence opérationnelle. Et enfin, dernier point sur cette question de l'évolution des métiers, je dirais que c'est très porteur pour l'attractivité de nos métiers. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui sont allés à l'usine extraordinaire, mais on voit bien qu'il faut arriver à les motiver, les jeunes, pour travailler dans l'industrie. Et là, le fait qu'on mette de l'IoT dans les centrales nucléaires EDF, finalement, ça propose des métiers qui sont autour du numérique. C'est un domaine assez porteur. C'est des emplois locaux, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés d'aller à l'étranger ou dans des très grandes métropoles. Et finalement, ça participe à l'évolution du bassin d'emploi entier vers le numérique. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut savoir que le nucléaire, c'est quand même un écosystème d'entreprises qui concourt à plus de 80% à des emplois locaux. Donc ça, pour nous, c'est aussi très important côté EDF. Ok, bon, moi j'aime bien ces exemples. Ils sont toujours effectivement très particuliers parce qu'on est dans un environnement assez protégé ou assez favorisé. Il y a des gens de ma famille qui sont un peu plus âgés qui me diraient mais quand est-ce qu'on voit ça à nous, à notre niveau est-ce que c'est un problème évidemment économique alors je passerai la main effectivement à Bruno sur ces aspects facteurs techniques humains qu'on a discuté mais sur économique. Mais il y a une question, alors la règle de la question c'est que vous vous déplacez au niveau du micro là-haut et vous nous la posez. Donc carrément au milieu du salon. Et donc du coup, effectivement, on en viendra effectivement à ces 3 facteurs qui sont importants, techniques, humains, mais aussi économiques. Et je pense que c'est en résolvant effectivement ces facteurs économiques que l'on arrivera à faire de la diffusion massive. Votre question, s'il vous plaît. Oui, ma question, c'est que concernant l'IoT, mais aussi les nouvelles annonces du gouvernement sur la relocalisation de l'industrie française, il y a un grand plan qui est là-dessus. Je pense que l'IoT peut apporter beaucoup de choses justement pour ramener les entreprises en France, parce que les coûts vont être importants, donc il va falloir beaucoup automatiser. Est-ce que vous voyez cette évolution justement de l'IoT dans cette automatisation des chaînes, de pouvoir la relocalisation en France ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus en tant qu'entreprise ? Ouais, du coup, un avis là-dessus, pour l'instant, je le vois pas. En tout cas, on peut effectivement l'espérer. Après, effectivement, l'IoT, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est effectivement très local parce qu'il faut
il faut être sur le terrain pour pouvoir faire la collecte de données et pour pouvoir faire le travail. Il faut être très près en fait des gens, des utilisateurs. Donc effectivement, c'est des emplois locaux qui sont difficilement délocalisables. Après, est-ce qu'on va avoir beaucoup de relocalisation? Ça, je peux pas dire. Difficile à dire, difficile à prévoir. Merci pour la question en tout cas. Bruno, dans le lab IBM. Je parlais tout à l'heure en fait des enjeux. On a les équipements, les actifs partout dans notre vie personnelle, professionnelle. Ils sont devenus critiques. Et aujourd'hui, on va discuter avec des clients, mais aussi avec des particuliers. Ils n'acceptent plus que ça tombe en panne. C'est plus un enjeu de réparer. Ils veulent plus réparer. Ils veulent que ça fonctionne tout le temps. Donc le maintien ou la disponibilité de ces équipements, c'est quelque chose de fondamental. D'un autre côté, on sait très bien qu'il y a un autre paradoxe, qui est de dire, si on veut la disponibilité maximale, on va faire beaucoup d'entretiens et en fait, on va exploser en fait les coûts de maintenance. Donc, on va essayer d'essayer de combiner ce paradoxe, essayer de trouver la meilleure équation et d'être extrêmement pragmatique. Il ne s'agit pas de planer à 15 000, il y a des solutions sur le terrain qui existent. Je vais en parler un petit peu plus tard. Concernant les challenges, pour essayer de résoudre ce paradoxe, on a d'abord des facteurs humains, parce que l'expertise est de plus en plus diffuse, il y a un manque de personnel, donc oui, il faut pouvoir tirer le maximum. Ensuite, il y a une difficulté en fait technique. Comment orchestrer et bien planifier les interventions, qu'elles soient ad hoc, etc. On a parlé tout à l'heure de maintenance prédictive, de maintenance prescriptive, de maintenance conditionnelle. Il y a différents modèles et on sait appliquer aujourd'hui le bon modèle sur un type d'actif en particulier. Enfin, c'est des aspects économiques. Je disais tout à l'heure, juste à l'instant, les coûts de maintenance, ils ne doivent pas exploser. Donc, il faut pouvoir faire de la maintenance et donc assister les techniciens avec de l'IA pour pouvoir les aider à faire du dépannage. Je pourrais citer un exemple si vous le souhaitez, c'est Kone, la société Kone qui fait des ascenseurs et des escalators. Ils utilisent nos solutions pour pouvoir aider les techniciens, d'abord à faire de la meilleure planification sur les interventions, détecter des pannes qui vont arriver, et ensuite de guider le technicien qui va intervenir pour pouvoir faire en sorte qu'il fasse la bonne intervention. C'est-à-dire qu'il ne change pas tout, mais qu'il change vraiment le strict nécessaire dans un laps de temps extrêmement court pour éviter effectivement que ces escalators ou ces ascenseurs soient en panne pour longtemps. Donc, ils ont changé complètement leur business model et c'est relativement intéressant et très pragmatique. Bon, il ne s'agit pas d'un POC. Aujourd'hui, ils ont des dizaines de milliers d'ascenseurs qui sont pilotés de cette manière-là. Et notamment en France, il y en a plus de 10 000. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Alors après, je pourrais citer aussi d'autres exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entité Watson IoT, on fournit des logiciels dont un certain nombre de solutions portent le nom Maximo, qui sont bien connus dans le domaine de la gestion d'assets. On a plus de 10 000 clients dans le monde. On a presque 2 millions d'utilisateurs qui, tous les jours, utilisent ces solutions. Donc, ça peut être des clients des sociétés comme Kone, ça peut être aussi dans le domaine de l'automobile, qui vont utiliser ces solutions-là pour optimiser, encore une fois, la performance de leur asset, que ce soit pour manager des opérations, détecter par anticipation des problèmes, et aussi assister les techniciens quand ils vont intervenir, avec un assistant intelligent qui va fournir des réponses. En disant, le problème, c'est ça, il faut changer ça, la durée, c'est ça, et il faut tel type de pièce. Voilà. Bien entendu, grâce à l'IA, ce qui est important, c'est de donner ensuite le retour au technicien qui, lui, va juger la réponse fournie par le système. En l'occurrence, Watson. Il va dire si c'est une bonne réponse ou si ce n'est pas une bonne réponse. Et au fur et à mesure, le modèle va se durcir et la connaissance sur le type d'intervention qui doivent être faites en fonction des cas va être de plus en plus pertinent. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et pour rebondir sur la partie localisation, alors je ne représente pas un industriel en France. IBM est un industriel, mais pas en France. Grosso modo, effectivement, on ne peut pas imaginer qu'on va relocaliser à ISO, ce qui est par exemple dans les pays asiatiques. On va repenser complètement. C'est peut-être finalement une opportunité de réinventer le modèle industriel avec plus de performance. Le digital, bien entendu, c'est un élément. L'IoT, c'est un élément. L'IA, c'est un élément. Et surtout, être extrêmement pragmatique et aller très, très vite. Et on sait faire des choses très, très vite maintenant avec ce type de technologie.
Très bonne idée de repenser dans des échelles différentes. Tout ça, les sociétés, effectivement, le souhaitent, l'envisagent, etc. Marie-Christine, de par votre métier, vous accompagnez ce genre d'industriels qui veulent se transformer et qui veulent, j'allais dire, conserver la motivation du personnel et puis comment rendre tout ça pérenne et dynamique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple aussi très concret, comme viennent de le faire vos collègues, sur ces expériences vécues en milieu industriel? Est-ce que vous avez des exemples, vous, que vous avez accompagnés? Avec plaisir, Pierre-Damien. Et j'aimerais aussi reprendre le point que Julien avait mentionné avant, parce que c'est un point important. 70% des POC sont des échecs. Donc, j'aimerais, en vous présentant une expérience, un exemple d'un client, aussi en profiter pour souligner quels sont les 3 éléments clés nécessaires, à notre avis, pour créer de la valeur à partir de l'IoT. Le client dont je vous parle aujourd'hui, c'est BDR Thermea. C'est un grand fabricant de systèmes de chauffage présent dans 70 pays. Quand on parle d'IoT et de AI, on pense aussi à l'IoT et AI comme levier pour la transformation digitale. Et dans ce cas, BDR était confronté à un marché de plus en plus concurrentiel. Il devait se différencier rapidement, donc être plus proche de ses clients et proposer des services plus riches et plus personnalisés. Alors, nous avons ici toutes les conditions pour un agenda de transformation digitale. D'où on part? Le premier élément clé, on pense en grand, mais on part à petits pas. On identifie avec les fonctions métiers un set de use cases qui adresse un point critique spécifique côté business, et on part avec des squads agiles, multifonctionnels sur un projet pilote. Dans le cas de BDR, qui est une multinationale, nous nous sommes d'abord focalisés sur la marque Baxi en Angleterre. Il y a 2 ans, Baxi n'avait aucune visibilité sur l'état de fonctionnement des systèmes de chauffage qui étaient installés auprès de leurs clients, et les temps de réponse et d'intervention étaient en moyenne de 3 jours. Bon, je vous laisse imaginer la satisfaction des clients après 3 jours de douche froide. Nous sommes partis avec un projet pilote et nous avons déployé une plateforme IoT de services connectés pour capturer les paramètres de fonctionnement des équipements. Nous avons acquis un historique de données et cela nous a permis de créer des modèles prédictifs qui anticipent les malfonctionnements avec une précision de 98%. Des données sont exportées vers des systèmes CRM, permettant ainsi l'accès aux services clientèle et aux équipes de manutention, et vers un nouveau portail client online pour faciliter le self-care. Quels sont les résultats? Côté client, expérience client, on passe d'une situation qui est réactive à 3 jours à une situation proactive. Quand les clients appellent, le service clientèle résout immédiatement leurs problèmes en échangeant les informations nécessaires. Ceci a permis une réduction de 60% d'intervention des équipes techniques. Et dans 8% des cas, le service clientèle a contacté proactivement les clients lorsqu'il a noté des anomalies. Enfin, ce nouveau modèle porte une réduction de 10% des coûts opérationnels. Porter de la valeur tangible, améliorer l'expérience client et augmenter la satisfaction des employés qui ont été acteurs de ce changement et pour lequel l'adoption des nouvelles technologies leur a permis d'être plus efficaces est le deuxième élément clé de succès. Cet élément clé permet au projet pilote de passer sur large échelle et de créer l'usine digitale qui va devenir le vrai moteur de transformation de l'entreprise. Alors qu'on est en phase de déploiement du projet IoT dans d'autres pays, donc on s'expande et on parle de plusieurs millions de chaudières connectées. Aujourd'hui, nous travaillons sur la roadmap de transformation qui portera BDR à pivoter vers des systèmes de chauffage qui sont hyper personnalisés et qui sont basés sur des nouveaux modèles de business. Et celles-ci me permettent de conclure, de me rattacher à l'impact humain, parce que le troisième élément clé, c'est la grande attention au changement. Le défi vrai d'une transformation n'est pas la technologie. Le succès est lié à la gestion du changement, qui est aussi bien procès, organisation, compétences, culture. Porter les personnes à bord et les accompagner dans le changement tout au long de ce parcours est la vraie clé de réussite. Très bien, merci, merci à vous pour ces exemples. De la place pour les questions, comme on vous l'a dit depuis le début, donc n'hésitez pas. On arrive effectivement à ce tour d'horizon sur à la fois les technologies, sur à la fois les facteurs donc techniques, mais humains ou économiques. On a fait un petit peu le tour et on espère vous avoir donné, en tout cas, peut-être pas l'exhaustivité, mais plusieurs exemples qui peuvent vous donner. Qui peuvent vous aider, j'allais dire, à effectuer votre plan de transformation ou en tout cas à passer une étape
dans le plan de la transformation numérique de votre entreprise. N'hésitez pas à consulter les organismes. Moi, je travaille dans un pôle depuis 18 mois. Je suis stupéfait du support qu'on peut avoir et qu'on peut apporter à des entreprises pour les aider à initier, à accélérer ou à conclure un plan de transformation numérique. Donc, n'hésitez pas. On est dans une région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes qui a tout un écosystème avec des pôles digitaux ou des pôles applicatifs. Donc, profitez-en. Et si vous n'en avez pas la connaissance, renseignez-vous. Et je suis là aussi pour vous informer si vous le souhaitez. Donc, ce petit discours pour vous laisser un petit peu de temps pour des questions. Mais sinon, on passe à la conclusion. Et là, la conclusion, je voudrais juste demander aux intervenants de donner un mot de conclusion qui soit sur une anecdote, sur un vœu, sur peut-être un fantasme, allons-y, qui pourrait être effectivement l'avenir ou la suite des prochaines étapes de la convergence IoT-IA. Elia ? Un jour, j'avais au téléphone un des utilisateurs de notre système. Allô ? Oui. Un des utilisateurs de notre système des vannes. Et puis direct, avec un soulagement dans la voix, il me dit « Ah, Elia, tu peux pas savoir comme c'est bien d'avoir les données directes au bureau, ça change la vie. » Et là, je me suis dit que si en plus d'apporter de la perf pure, on pouvait améliorer la qualité de vie au travail des intervenants en milieu industriel, qui est quand même souvent pas facile, ça valait vraiment le coup de continuer à faire progresser l'IoT. Merci pour ce message un petit peu de bien-être. Honneur aux dames pour les conclusions. Marie-Christine ? J'étais en train de penser à un aspect très personnel et je retourne un peu à l'impact un peu le thème que je mentionnais au départ qui était repenser la façon de travailler. Et on voit une accélération dans le télétravail, le travail à distance. Et dans mon cas, puisque je crois que j'ai eu 20 déménagements dans ma vie, dans 3 continents, j'espère bien que le télétravail va me consentir de faire une relocalisation dans les Alpes, ayant toujours mon rôle global. Donc, je compte beaucoup sur l'adoption de ces technologies et la continuation. Bienvenue dans les Alpes. Et avec un côté taxe, parce qu'il faut même résoudre le côté taxe, mais enfin, un deuxième problème. Les technologies sont là, les taxes vont venir après. Okay. Merci. Je pourrais éventuellement effectivement donner une anecdote. Je disais tout à l'heure que en fait, les assets, on rentre dans l'ère des assets, il y en a partout. C'est critique et en fait, ça peut arrêter le business. Surtout maintenant qu'on a la capacité ou l'obligation de faire à distance. Ça, c'est quelque chose qui est bien compris par les directions générales. Et donc, on discute avec eux sur ce projet-là. Bien entendu, ils sont extrêmement pragmatiques, parce qu'il faut que ce soit du concret et que soit mis en place très rapidement. Et une fois qu'on lance ces projets-là, on fait intervenir un certain nombre de personnes chez nos clients, donc qui sont par exemple là, en l'occurrence dans le domaine de la production, c'est l'exemple que je vais choisir. Alors c'est une très grande société mondiale française dans la cosmétique. Vous pouvez imaginer laquelle c'est. Et ils sont venus ici, donc il y avait différentes personnes qui venaient à la fois du middle management, mais aussi des opérations sur le shop floor, l'atelier, de différents pays. Et donc, on a présenté un petit peu le projet pour essayer de faire les personas, définir quels étaient le rôle des uns et des autres dans ce projet-là, qui était un projet de transformation digitale dans le manufacturing. Et donc, ensuite, on a bien entendu essayé d'avoir le feedback des gens sur le terrain. Et je me rappelle très bien, c'était ici, enfin pas dans cette salle, mais une salle à côté. Il y a une personne, c'était une dame, qui m'a dit, qui nous a dit, écoutez, c'est bien tout ça, j'ai bien compris ce que vous me dites, mais vous savez, moi en fait, ça fait longtemps que je pilote ma chaudière. Je pilote mon portail, je pilote ma box pour faire des enregistrements. Et elle a dit un certain nombre de choses qu'elle faisait déjà dans sa vie personnelle. Et elle a ajouté, en fait, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver dans l'usine. Voilà. Donc, ce qui veut donc dire, et ce qui était, je trouve pour moi, extrêmement intéressant, c'est que autant il y a une appétence au niveau des directions générales, parce qu'il y a des sources de gains qui sont extrêmement importantes si on est pragmatique et on a le bon outillage, mais en plus, au niveau des gens sur le terrain, ils sont très demandeurs et ils comprennent. On parle de révolution de l'industrie 4.0. Cette révolution, c'est du digital, mais les gens ont déjà du digital dans leur poche tous les jours. Donc, cette rupture-là, l'accompagnement est beaucoup plus facile.
bien entendu, comme tout grand projet, la conduite du changement est nécessaire, mais il n'y a pas de rupture dans la compréhension comme on a pu le connaître dans l'industrie 3.0 où on est passé à la robotisation. En fait, les gens ne comprenaient pas, n'avaient pas conscience de ces technologies. Voilà. Donc, Merci Bruno. on a beaucoup de perspectives et le champ des possibles est très vaste. Merci Bruno pour, pour montrer effectivement le panel hétérogène de l'acceptation et de l'adoption. Julien, mot de conclusion. Ouais, juste en une minute, je voulais rebondir sur ce que disait Bruno. Là, on voit bien deux marchés sur ces technologies, IoT et IA. Il y a le marché B2C qui pour moi ressemble beaucoup à un feu de paille avec des nouveaux objets connectés qui sortent sans arrêt et dont on n'entend plus parler généralement 1 ou 2 ans plus tard. Et puis le marché B2B qui est beaucoup plus lent que tout ce que les analystes prévoient depuis des années, mais qui est plutôt, lui, comme une lame de fond et qui va réellement changer complètement notre façon de travailler et qui sera inenvisageable de faire un retour arrière. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Les choses arrivent très doucement. Mais par contre, l'industrie 4.0 et la révolution qu'on est en train de vivre, elle est bien réelle et elle va avoir des impacts absolument colossaux. Très bien, merci à tout le monde. Le mot de la fin, c'est un merci au CIDO pour avoir maintenu les efforts pendant tout l'été pour maintenir ce salon. Merci à vous d'être venus. Merci à la technique, j'allais dire, pour avoir eu la possibilité de faire une table ronde, même en distanciel et en présentiel, de mixer les deux. On voit que ça marche plutôt bien. Et donc, bon salon, bonne continuité et à votre disposition. Merci. Merci. Wow. Merci. Au revoir.